Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, il est 18h01 à Rio de Janeiro, tout va bien, il fait beau, il a fait 27 degrés aujourd'hui. Donc demain on a un cours, on a une présentation du cours de gnose. Et puis il y a des questions toujours pertinentes d'ailleurs des étudiants qui ont été posées. Puis je me suis aperçu, bonsoir à tous, eh bien que la plupart d'entre vous, vous n'aviez pas de vision chronologique de l'histoire. Alors c'est difficile de parler de spiritualité avec des gens qui n'ont pas une vision panoramique de l'histoire. Salut les Européens, salut les Québécois. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais enregistrer ce live avec vous pour que les étudiants de Gnose puissent en profiter. Donc demain on a un essai technique avec eux à 15h de Rio de Janeiro, et le lendemain on a le cours à 9h de Rio de Janeiro, le cours de Gnose. Donc on a déjà tellement de demandes pour le cours de Gnose que on va ouvrir des cours d'inscription, on va ouvrir les inscriptions pour tous les cours jusqu'à 2021, parce que Tabata, la pauvre, elle en perd son latin. Voilà, donc sur le site trefingui.onlc.eu, eh bien vous avez le planning des cours pour 2020-2021. Et sur le site rio-bouddhismo.onlc.eu. Voilà. Alors pour le moment, eh bien écoutez, je vais faire un petit rappel rapide d'histoire. Me voilà retourné à la fac. Je vais faire un petit point rapide d'histoire avec vous pour que vous ayez une vision un peu plus claire de l'histoire et de la spiritualité. Bonsoir à tous. Parce que l'histoire, elle est très mal enseignée à l'école. C'est pas de votre faute, c'est de la faute des professeurs que vous avez eus, qui sont des très mauvais profs. Moi, j'avais des étudiants en droit en première année en TD, en 3 séances, ils avaient une vision panoramique de l'histoire, comme quoi, quand on veut, on peut la donner. Voilà. Alors, écoutez, j'ai fait un petit tableau. On va s'inverser comme ça. J'espère que vous voyez, c'est dans le bon sens. Ouais. Voilà. Alors, on a maintenant des découvertes archéologiques qui sont intéressantes. Donc, en Amérique du Sud, on a trouvé une pierre en Équateur. Et figurez-vous que cette pierre, elle est assez intéressante. Elle aurait été taillée vers 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, on a donc la terre comme ça, avec un filet comme ça qui passe entre les deux de cristal. Et puis, on a la localisation de l'Atlantide et la localisation de l'Empire de Mu. Donc, ce qui prouve bien que ce qui nous est dit en matière d'ésotérisme était juste par la tradition pérenne. C'est qu'il y avait bien un continent qui a été englouti dans le Pacifique, et il y a bien un continent dans le Pacifique Sud, et il y a bien un continent qui a été englouti dans l'Atlantique Nord. Voilà. Donc, ça serait Mu et l'Atlantide. Alors, on s'aperçoit qu'en réalité, ça cadre un petit peu avec l'histoire officielle. Puisque l'histoire officielle, en fait, elle nous dit qu'il y a des civilisations noires qui étaient extrêmement brillantes et qui se sont manifestées en Afrique et qui donneront naissance quelques siècles plus tard à l'Égypte. Alors voilà, j'essaie de vous donner une vision dans ce sens, c'est pas évident. Voilà. Petit tableau que je vous ai préparé. Donc ça, c'est une demande de Philippe Beaujean, qui est un étudiant de Gnose, qui est un monsieur très intelligent, qui nous fait des très belles infographies. Et donc voilà, donc il m'a demandé ce petit cours rapide, alors je le fais, comme ça on va pouvoir attaquer la gnose avec les bases. Voilà. Alors on a donc l'idée qu'il y aurait un empire noir qui était dans l'Atlantique Sud, on ne sait pas à quelle époque, qui a disparu, un continent, et un autre continent avec l'Atlantide, et même dans le nord, près du Groenland, en tout cas sur le nord de la Finlande, qui serait la fameuse Hyperborée. Donc on aurait bien une race blanche primordiale et une race noire pour l'hémisphère sud. Alors ces races noires, elles ont, on n'en a pas trop l'explication c'est un peu flou pour les historiens officiels, c'est plus clair pour nous les ésotéristes parce qu'on a toutes les informations qui sont données par la tradition pérenne et puis par l'Inde notamment. Alors il semble que cette Hyperborée, elle a eu des gens qui se sont dirigés vers le sud et qui se sont installés en Égypte 7000 ans avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle les proto-berbères. Donc ces proto-berbères, c'est une race blanche
qui arrive 7000 ans avant Jésus-Christ dans la zone de l'Égypte et de l'Éthiopie et qui va fonder ce qui deviendra l'Égypte, mais ils sont avec d'autres populations qui sont des populations noires qui seraient visiblement des survivants d'une autre zone du monde qui a rencontré un déluge. Alors ces proto-berbères, ils s'installent en Égypte. Ensuite, toujours chez les Blancs et les métissés, parce que là on est vraiment dans un métissage, vers 3500 avant Jésus-Christ, on a les Mésopotamiens. Alors là, c'est la civilisation de Sumer, voilà, donc qui est concurrente de la civilisation égyptienne. Mais il faut savoir qu'il y a 3500 ans entre les proto-berbères et les Mésopotamiens. Donc ensuite, on s'aperçoit que de cette hyperborée, de ces peuples du Nord, de la Finlande actuelle, du Groenland, de la Haute-Sibérie et certainement de cette île de l'Atlantide dans l'Atlantique, il y a des peuples qui débarquent dans la zone mésopotamienne et qui sont les Akkadiens. Voilà. Donc là, on est environ à 3500 ans avant Jésus-Christ. Après, donc on a des écritures qui commencent à apparaître. Les Hyperboréens, ils portent une écriture qu'on appelle actuellement le rune. Les Égyptiens, ils commencent à développer les premiers idéogrammes, donc 7000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, en 3500 ans, c'est le cunéiforme, donc les petites tablettes sumériennes que vous connaissez. On est dans la civilisation de Sumer. Il y a un mouvement migratoire qui vient du nord, des Akkadiens. Et les Akkadiens, ils se situent aux alentours de 2700 environ. Et eux, ils apportent, ils apportent pas d'écriture. Ils savent pas écrire. Mais quelques temps après, aux alentours de 2700, il y a les Minoïens qui sont là, après les Akkadiens, qui viennent aussi du nord. Et ces Minoïens, ils ont le linéaire. Alors, il y a plusieurs linéaires. Il y a le linéaire A, le linéaire B. Voilà. Je vais voir si je peux pencher le téléphone. Non, je peux pas. Donc, ensuite, dans cette civilisation minoïenne, elle est ici. Puis, on va voir apparaître d'autres peuples, par exemple les Hittites. C'est aussi des peuples venus du nord, des plaines d'Asie centrale et du nord de la zone sibérienne. Et puis on a des civilisations qui commencent à se succéder en Mésopotamie. Alors on a les Assyriens, puis on a les Babyloniens, c'est-à-dire la Chaldée, et puis on a les Médo-Perses. Et à cette époque-là, on a un personnage qui apparaît, c'est Abraham. Donc on le date environ de cette époque-là, entre moins 2000 et moins 1500, on a Abraham. À une époque où il y a plusieurs grands empires qui se développent, la Syrie, la Chaldée et la Médo-Perse. Alors Ur, c'est une des villes de Chaldée dont viendrait Abraham et qui est à peu près à cette époque-là, donc aux alentours de 1800. Il y a d'autres écritures qui apparaissent à partir du linéaire. On a le phénicien qui va donner le syriaque, qui va donner l'hébreu, le grec et le latin. Le phénicien, il est lui-même précédé par une autre langue qu'on appelle l'alphabet adamique, et qui nous a été apporté par mon ancêtre Saint-Hildalbeth qu'il avait reçu en Inde. Donc le temps passe, donc les empires se succèdent tels qu'on les connaît dans la Bible, c'est-à-dire les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Médo-Perses, et puis apparaissent les Grecs avec Alexandre le Grand, et puis ensuite les Romains. Alors entre la période de 1800 et la période de 800 où apparaissent les Grecs, l'Empire grec, avec Alexandre le Grand, on a Moïse. Donc on a Moïse qui apparaît à peu près à cette époque-là, et puis Bouddha, il apparaît aux alentours de 532, on pense. Voilà. Donc en même temps, Bouddha, il apparaît au moment où l'empire grec est assez fort, et puis les Romains commencent à émerger. L'empire romain, enfin pas l'empire, mais la civilisation romaine commence à émerger. L'empire romain, il émergera plus tard avec Jules César. Donc il y aura d'abord une monarchie romaine, ensuite il y aura la République romaine, et la République romaine, elle donnera une dictature. Et la dictature romaine, elle se fera avec Jules César. Bonsoir à tous. Voilà. Alors Bouddha, il apparaît environ au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, 532. En 600, c'est Jésus. En 0, c'est Jésus. En 600, c'est Mohamed. Et en 1666, on a l'empire anglo-américain qui apparaît, l'empire anglo-américano-israélien qui apparaît. Donc voilà. Donc on m'avait demandé de donner un petit... je ne sais pas trop comment vous montrer ça. On m'avait demandé de vous donner un petit aperçu rapide de l'histoire et de la façon dont les civilisations se sont formées. Alors, ce qui est intéressant pour nous qui étudions la gnose, c'est on remonte donc à l'hyperborée en matière d'ésotérisme, puisque dans la gnose, on étudie les runes et on étudie l'hyperborée. On ne sait pas grand-chose sur la civilisation de Mu. On utilise les idéogrammes égyptiens et on s'inspire dans toute la gnose que j'utilise, elle vient d'Égypte, c'est la gnose égyptienne.
qui ensuite va se transmettre, qui est en concurrence avec Sumer, hein, ils ont la même gnose, et on va avoir avec Abraham, une gnose proprement sémitique qui apparaît avec Abraham. Cette gnose sémitique d'Abraham, elle va se conjuguer avec la gnose de l'Égypte, que les Égyptiens tiennent des Hyperboréens, et ça va donner à partir de Moïse ce qui deviendra plus tard le judaïsme. Et puis voilà. Bouddha, lui, il apparaît dans le cadre de la civilisation indienne, de la civilisation de l'Indus. Alors c'est une civilisation qui se réclame aussi de l'Hyperborée et de Mu. Donc les populations noires de l'Inde, elles se réclament de la civilisation de Mu qu'il y avait dans le Pacifique Sud. Et les Blancs, les Indo-Européens de l'Inde, ils se réclament des Hyperboréens eux aussi. Donc ils seraient venus de l'Atlantide et puis du dessus de tous ces pays qui sont actuellement la Scandinavie et même au-dessus des pays engloutis, puisque la Terre aurait, semble-t-il, bougé. Il y aurait eu une inversion des pôles où elle aurait bougé sur son axe. On ne sait pas exactement si c'est inversion des pôles, non, mais elle aurait bougé sur son axe. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans notre gnose, c'est qu'elle a une part égyptienne, donc qui vient de l'Hyperborée. Donc, on étudie ça et on étudie les runes, hein, et on voit qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Et puis ensuite, on passe donc à ce que nous a légué Abraham et Moïse avec le judaïsme. Et puis ensuite, évidemment, avec Jésus, le christianisme, et Mohamed, l'islam. Alors, pour le bouddhisme, on s'inspire de l'enseignement, on étudie l'enseignement du Bouddha, et on le met en bord à bord. Donc moi j'ai deux cours, un cours qui est de la gnose de Bouddha et un cours maçonnique qui est la gnose égyptienne, mais les deux ont une référence avec l'Hyperborée et l'empire de Mu. Voilà. Donc nous actuellement on est confronté à une déviation de l'empire anglo-américain. Donc on a eu d'après la Bible 7 empires sataniques. Donc l'Égypte qui s'est satanisée à la fin, qui est devenue complètement criminelle, la Syrie qui est devenue criminelle, puis Babylone qui est devenue criminelle, et puis les Médo-Perses qui sont aussi devenus criminels à la fin, les Grecs la même chose, les Romains la même chose, et on serait au 7e empire romain, au 7e empire satanique qui est l'empire anglo-américain. Satanique, ça veut dire qu'il a fini par devenir, tout simplement, voilà. Satanique, ça veut dire qu'il est devenu l'adversaire de l'homme, c'est-à-dire qu'au début, ces civilisations, elles ont été faites pour aider les hommes à se sédentariser. Mais ces civilisations, lorsqu'elles se sont déviées, elles sont devenues sataniques, c'est-à-dire, à proprement parler, elles sont devenues les adversaires de l'homme. Alors Platon, il nous a expliqué comment les civilisations devenaient sataniques. Il nous dit qu'au début, elles fonctionnent bien, c'est des synarchies, et puis après, elles se mettent à dysfonctionner. Elles deviennent une théocratie comme en Iran, c'est-à-dire une timocratie. Ensuite, elles deviennent une oligarchie, par exemple, on peut dire l'Angleterre, c'est une oligarchie. Ensuite, elles deviennent des démocraties, comme les États-Unis, puis au final, elles deviennent des tyrannies, comme la Corée du Nord ou Cuba. Voilà. Donc ça, c'est le processus que nous a décrit Platon. Il nous dit qu'à la fin, c'est complètement satanisé, c'est-à-dire que ces civilisations, elles sont plus là pour faire du bien à l'être humain. Elles sont là, elles sont les adversaires de l'être humain et elles veulent les éliminer. Voilà. C'est ce qu'a proprement parlé le satanisme. Ça vient d'un mot hébreu qu'on retrouve en arabe, shaitan, qui veut dire l'adversaire, quelqu'un qui est votre adversaire dans un procès. Voilà. Donc nous, notre cours de gnose, en fait, il suppose en fait qu'on ait une vision un peu claire de ce que je vous ai présenté là. C'est-à-dire d'un côté l'apport de Mu dont on ne sait pas grand-chose, et de l'autre côté l'apport de l'Hyperborée dont on sait pas mal de choses, puisque de l'Hyperborée vient la tradition égyptienne, puis Sumer, ensuite les Akkadiens, les Minoïens, les Hittites, les Gréco-Romains, tout ça sont des descendants, et puis les Assyriens, les Babyloniens, les Chaldéens et les Médo-Perses, c'est des descendants de Sumer, des civilisations de Sumer. Alors en même temps, on a une écriture qui évolue beaucoup. On a les runes à l'origine, quelque chose qui ressemblerait aux runes, puis on a l'idéogramme, les runes c'est maintenant, mais c'est quelque chose qui ressemblerait aux runes, puis les idéogrammes, le cunéoforme, le linéaire, et puis le phénicien, le syriaque, l'hébreu, le grec et le latin qui a donné l'alphabet qu'on utilise dans le monde actuellement. Le chinois, il va se développer à peu près de la même façon. Au moment où les proto-berbères sont en Égypte et commencent à se développer, on a les débuts entre 7000 et 3500, alentour de 5000. On a le début de la civilisation chinoise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Chinois disent qu'ils n'ont pas inventé leur civilisation, mais que il leur a été enseigné par un blanc qui venait de l'île de Quatre. Alors, l'île de Quatre, c'est généralement, ça désigne l'Irlande. Alors, c'est le cas de Fowey, par exemple, en Chine.
C'est-à-dire dans l'aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme, je vous renvoie à l'article que René Guénon a écrit sur Fouilly, voilà, qui vous éclairera plus. Donc il semble que même la tradition chinoise, elle est d'origine hyperboréenne. Pareil avec la civilisation indienne, et d'ailleurs quand on le voit dans l'épisode de Rama, par exemple, qui montre un épisode de migration vers l'Inde. Alors après, il y a une lutte avec l'histoire de la Bhagavad Gita, avec l'histoire de Krishna, entre les satanistes, c'est-à-dire les adversaires de l'être humain, qui sont pour les forces démoniaques, et puis les êtres humains qui sont bons, qui sont pour le développement de l'être humain. Voilà. Voilà. Ben, après Sumer, ça a été un peu la Sumer. En fait, de toute façon, c'est la Sumer depuis le début du cycle, c'est-à-dire depuis l'effondrement de l'Égypte, depuis l'effondrement de l'Hyperborée, qui est l'âge d'or, ça va en descendant. Et puis, c'est de pire en pire, c'est-à-dire que l'empire final, eh bien, il est complètement satanique, c'est-à-dire qu'il est hostile à l'être humain. Satanique, ça veut dire hostile à l'être humain, il est l'adversaire de l'être humain. Voilà. Donc voilà un petit schéma rapide historique qui vous permettra d'y voir clair. Je sais qu'il est un petit peu tard un peu partout. À Rio et à Québec, il est un peu plus tôt, puisqu'on est en début de soirée. Voilà. Je vais vous laisser, puisque je vais aller chercher ma tante qui était un barbecue, et qui, on m'a dit, a bu quelques bières et ne peut pas rentrer à pied. Parce que ma tante, elle aime bien la bière, ouais, quelquefois un peu trop démesurément. Voilà, bon, elle n'a aucun médicament, donc elle peut bien boire. Voilà, bon, j'ai arrêté avec ma vie privée, ça ne vous intéresse pas, mais en tout cas, ça vous fait rire. Voilà, donc c'était pour les étudiants de Gnose, et puis en règle générale, les étudiants qui sont sur cette chaîne. Salut Dominique. Je voulais pas en fait le donner qu'aux étudiants de Gnose, et puis ça n'a pas sa place dans le cours de Gnose parce que c'est censé être acquis, mais visiblement non, puisque je pensais que tout le monde savait ça, et quelquefois je tombe un petit peu dénu, je suis un peu dans mon univers d'intello, et les choses me paraissent claires, elles ne le sont pas toujours, parce que tout est fait pour que les gens n'accèdent pas à la connaissance. Et puis quand on accède à la connaissance, on s'aperçoit qu'en fait c'était tout simple, et ce qu'ils veulent c'est nous laisser dans la confusion pour pouvoir nous manipuler. Voilà. Voilà. Donc voilà, on remet le menhir au milieu du village, on remet la Casbah, on remet la mosquée au milieu de la Casbah. Voilà. Bon ben je vais vous laisser, je vais vous laisser passer une bonne soirée. Alors les gens qui sont au cours de Gnose, s'il vous plaît, n'accusez pas réception des mails que Tabata vous envoie pour vous aviser des dates. Parce que en fait, la pauvre, elle est en train de péter un câble. Faut savoir que quand il y a 70 personnes dans un groupe et que chaque personne fait 10 commentaires, ben, ça fait 700 commentaires. Voilà. Donc c'est un petit peu difficile. Donc modérons-nous au niveau des commentaires et surtout au niveau des emails, parce qu'on a une masse de emails qui est... Voilà. Donc on a une nouvelle personne qui s'est présentée pour le temple, qui est francophone et qui va donc nous aider voilà, pour faire le tri, parce que moi j'y arrive plus. Voilà. Mais en tout cas c'est un réel plaisir d'être avec vous. Merci pour le succès de ce temple et de cette chaîne. On a de plus en plus de demandes pour entrer dans la franc-maçonnerie. Alors moi je ne laisse personne rentrer dans ma loge, on est 13 et on restera 13. Par contre je veux bien donner l'enseignement qui est à l'intérieur de la loge, donc ça ne me dérange pas. Donc tout ce qui est planche, eh bien, on va les partager de plus en plus avec vous pour que vous compreniez que la franc-maçonnerie, c'est la maçonnerie, ça n'a rien à voir avec les illuminés, c'est absolument le contraire. Les illuminés font exactement le contraire. Voilà. Alors sur Internet, vous avez pas mal de sites Internet, de chaînes vous avez pas mal de chaînes YouTube qui vous proposent des choses. Alors il y a un PD que j'aime bien. Généralement, je regarde ce que font les folles parce que c'est des bons travailleurs. C'est-à-dire les PD, ils sont très moqués, mais quand j'ai le choix entre engager un hétéro et engager un gay, j'engage un gay parce que généralement les gays sont plus bosseurs. Voilà. Enfin, ça, c'est un peu un a priori, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai regardé ce que vous pouviez trouver j'ai regardé ce que vous pouviez trouver sur YouTube et j'ai trouvé une chaîne qui s'appelle Arcana. Les mystères du monde. Voilà, alors attendez, je vais vous mettre dans l'autre sens. Voilà, donc ça s'appelle Arcana, les mystères du monde. Voilà, alors c'est une chaîne qui a 117 000 abonnés quand même, c'est une bonne chaîne. Donc le garçon, vous allez voir, c'est une bichette, mais il est super sympa. Enfin, et c'est une bichette et il est super sympa. Alors je vais vous le montrer. Là, ça s'appelle Arcania et j'ai bien aimé son travail. Donc si vous avez plus de temps,
Si vous voulez pas contenter de mon résumé, ben vous avez une bonne chrono qui a été fait en plusieurs parties par notre ami Darkana. Abonnez-vous, tiens, je vais m'abonner sur sa chaîne d'ailleurs parce que je l'ai découvert aujourd'hui, mais elle est sympa. Voilà, je cherchais une chaîne pour donner en référence et celle-là, je la trouve assez pas mal. Voilà. Voilà. Donc voilà un petit résumé un peu rapide pour les gens qui font de la gnose avec moi. Mais je pensais aussi, je voulais le partager avec vous parce que je pense que ça peut vous apporter, ça peut aussi vous aider à mieux connaître en fait notre propre histoire, à mieux nous connaître nous-mêmes, à mieux connaître l'histoire des civilisations, à mieux connaître l'histoire des Écritures, voilà, et les mystères du monde, voilà. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais aller dîner parce que j'ai une faim, j'ai les crocs. Et vous êtes content de le savoir, ouais. Voilà. Bon, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Les étudiants de Gnose, on se retrouve demain à 15h de Rio de Janeiro. Et les étudiants normaux qui sont sur cette chaîne, qui veulent étudier les ovnis avec moi, c'est à 15h30 de Rio, donc 20h30 de Paris. On se retrouve pour un live consacré à la question ovni avec les fameuses photos des ovnis brésiliens. Et puis on a encore 2 ou 3 petites nouveautés sur Magé et sur une nouvelle apparition d'ovnis ici à Campo Grande, Vargem Grande. Non, pas Vargem Grande, Vargem Grande. Voilà. Je vous remercie tous les internautes pour votre présence. Prenez soin de vous. Merci pour tous les commentaires que vous faites. Merci pour toutes vos réflexions, les liens que vous nous donnez. Vous pouvez continuer à nous écrire, on vous répondra. D'autant plus que maintenant, il y a une personne qui va venir en plus en renfort. Donc voilà. Alors après, je vous annonce donc que je suis devenu le partenaire d'un site internet qui s'appelle Mon Égrégore. Alors, c'est un site qui est localisé en France, dont je suis le partenaire maintenant, qui a été créé par Élodie Lecomte, Élodie Leleu. Donc, c'est un site qui s'appelle monégrégore.com. Donc, sur ce site, vous allez trouver tous les objets qui concernent l'ésotérisme, en particulier des bougies, des genres comme ça. Mais il y a une boutique qui va être de plus en plus présente. Alors c'est pour les gens qui vivent en Europe, pour les expéditions. Et moi, j'apparais comme astrologue conseil. Et il y a d'autres personnes. Donc il y a une personne qui est médium, en qui on a tout à fait confiance. Et il y a Élodie, qui est une excellente astrologue, qui va assurer maintenant la partie révolution solaire. Je reste sur la partie thème astro-synarchique, c'est ma spécialité. Mais Élodie fait des thèmes astro-généraux et puis des révolutions solaires. Voilà. La psychotronie, c'est partout en France, Teddy. Partout. Voilà, donc monégrégore.com. Donc voilà, c'est un site maintenant où je suis partenaire. Et puis, on va essayer de vous trouver des interlocuteurs de bonne qualité en matière d'astrologie, en matière de voyance, en matière de tarologie, en matière de numérologie. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans sur Internet. Il faut savoir que un des gros sites français consacré à la question, il fait 5 millions de chiffres d'affaires par an et que c'est pas forcément de très bonne qualité. On les a testés plusieurs fois. Il y a de bons intervenants, mais pas toujours. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est avec des personnes en qui on a confiance, de pouvoir vous apporter de la connaissance en matière d'astrologie synarchique, en matière d'astrologie chinoise, astrologie indienne, astrologie tibétaine, astrologie occidentale, sidérale et tropicale, en matière de numérologie, en matière de kabbale, et dans tous les sens qui sont liés en fait à la gnose, qui nous permettent de diriger notre vie de façon gnostique, c'est-à-dire avec la connaissance, pour voir les influences auxquelles on est soumis. Voilà, donc monégrégore, c'est tout collé.com. Voilà. Je vous remercie. Je tiens à remercier particulièrement Philippe Beaujean pour son infographie, puis pour toutes les questions qu'il me pose, parce que moi-même, ça me permet de me perfectionner en tant qu'enseignant. Donc je le remercie une fois de plus, il est au Maroc. Je le remercie aussi pour tout ce qu'il a fait pour le groupe de Gnose en matière de chat, puisqu'on a un chat Gnose, spécialement pour la Gnose. Donc pour les gens qui veulent s'inscrire au temple et qui veulent recevoir les enseignements du temple, vous allez sur le site rio-boudismo.onlc.eu, c'est en français et en portugais, ou sur mon site trefingui.onlc.eu, où vous avez toutes les informations sur les cours que je donne, les cours du temple. Voilà.
Donc petit à petit, on est en train de nouer des partenariats. Et puis voilà, et on essaye en tout cas de progresser avec vos questions, avec ce que vous nous demandez. Et puis cette chaîne, elle restera gratuite. Elle sera jamais monétisée, elle restera toujours gratuite, autant que Dieu lui prêtera vie, et YouTube. Et on est là pour vous offrir au maximum ce que l'on sait. Et pour les personnes qui veulent approfondir ces questions, eh bien, on propose des stages tout simplement et des formations. Parce que si vous voulez être enseignant de gnose, on a une formation d'enseignement de gnose et de psychologie gnostique. Donc il suffit de suivre le cours de gnose, ensuite suivre le cours d'enseignement, et vous pourrez tout à fait enseigner la gnose égyptienne, donc hyperboréenne, et la gnose bouddhiste telle que je l'enseigne. Voilà, pour faire du bien autour de vous et aider les gens à avoir la vie la plus claire. Voilà. Donc vous savez, sur YouTube, c'est 99,9% des chaînes, c'est des chaînes qui font en faveur du système. Il n'y a pas beaucoup finalement de chaînes gnostiques comme la nôtre. Il y a de très bonnes chaînes historiques comme Arcadia, qui est pas mal, que j'aime bien, Arcana, les mystères du monde. Il y en a d'autres, il y a Vegeta Investigation aussi, qui est très bien. Il y a aussi des éditions Fractales et d'autres. Et donc on essaye, on est tout petit, on n'a pas beaucoup de public, mais on a un public de qualité et on vous remercie pour ça. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Pour les personnes qui verront la rediffusion, vous comprendrez tout en suivant depuis le début. Voilà, Jimmy Guilleux, je lui ai fait plusieurs fois un hommage. C'est vraiment une très très chouette personne qui a été assassinée visiblement par le service de renseignement français. Voilà, d'après ce qu'il disait, d'après ce que dit sa famille. Voilà. Alors une chaîne de gnostique, c'est une chaîne où on enseigne la gnose, c'est-à-dire la connaissance spirituelle, c'est-à-dire qui n'est pas freudienne, qui n'est pas darwinienne et qui n'est pas atomiste. Donc chez nous, il n'y a pas de matérialisme, mais de la spiritualité. Il n'y a pas de darwinisme social et de darwinisme tout court, c'est-à-dire de sélection par la violence, mais au contraire, il y a une sélection chez nous par l'intelligence. Et puis il n'y a pas de psychanalyse freudienne, c'est-à-dire qu'on ne va pas étudier les déchets, mais au contraire on va étudier la lumière des astres, l'astrosophie, et pour comprendre comment fonctionne l'univers et comment fonctionnent les éléments et comment on peut en tirer toutes sortes de bien-être pour vivre en bonne santé et vivre bien avec les uns et les autres. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir Docteur Nature Vivante qui donne des cours de yoga en ligne. Voilà, je vais répondre un peu à vos questions. Alors pour Soral, il y a toujours des gens qui me disent pourquoi je ne trouve pas du bien à Soral, mais parce qu'il n'y a pas de bien chez Soral. Soral a utilisé la théorie, a été payé pour vous vendre la théorie de la conspiration. Il a fait beaucoup de mal. Il a fait beaucoup de mal en banlieue, il a fait beaucoup de mal aux musulmans, il a fait beaucoup de mal aux juifs et il a fait beaucoup de mal aux catholiques. Donc Soral, il est grand temps qu'il se barre. Je pense qu'il a fait assez de mal comme ça. Il est multi-condamné, il a 60 condamnations judiciaires. Maintenant, il est temps pour lui de se barrer. Et l'autre aussi de retourner au Cameroun. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un Suisse et un Camerounais qui viennent monter les Français les uns contre les autres. Je pense qu'on a assez de problèmes comme ça, sans être dans la division, dans la haine, de la stigmatisation, de chercher toujours les mêmes boucs émissaires, les juifs, les francs-maçons, les homosexuels, les étrangers. Et à un moment, il faudrait quand même changer de disque. Voilà. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée. Alors pour cette chronologie, moi je l'ai en tête puisque je l'ai enseigné à l'université, c'est ce qui m'avait été enseigné en histoire des institutions de l'Antiquité par le professeur Bruguière, qui est la sœur du juge Bruguière d'ailleurs, et par le professeur Romain Sicard et par le professeur Jean-Louis Gazani, qui ont été mes 3 professeurs d'histoire du droit en licence, en première année, en deuxième année, en licence et en maîtrise, voilà. Donc, non, en première année, en deuxième année, en licence. Voilà, donc mademoiselle Marie-Bernadette Bruguière, super prof d'histoire du droit, génial, et d'histoire des idées politiques. Le professeur Jean-Louis Gazaniga, qui était professeur d'histoire du droit, et le professeur Germain Sicard, histoire du droit, et très très bon médiévaliste. Voilà. Je pense qu'ils sont peut-être décédés d'ailleurs ces gens-là, parce qu'ils étaient peut-être déjà âgés quand j'étais à la fac. Ils avaient tous autour de 60 ans, donc je ne sais pas s'ils sont encore vivants, parce que moi la fac c'était il y a 30 ans. Voilà. Donc je les remercie une fois de plus, ils sont décédés, paix à leurs âmes, et en tout cas merci beaucoup, parce que cette vision-là, c'est eux qui me l'ont donnée. Et puis de temps en temps, je vérifie je me méfie beaucoup de Wikipédia, mais j'aime bien l'encyclopédie Universalis,
Je vais beaucoup sur Universalis. Bill Gates avait commencé à faire une encyclopédie qui s'appelait Wikipédia, qui était pas mal au début, et qui n'a pas été mis à jour, mais qui était pas mal. Hein. Oui, qui s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait. Non, Wikipédia, c'est autre chose. Wikipédia, c'est, je n'ai pas trop confiance dans Wikipédia, qui s'appelait Encarta. Donc Encarta, c'est une encyclopédie de Bill Gates qui était pas mal. Voilà. Voilà. Alors écoutez, je vous laisse, je vous souhaite le meilleur pour la suite, et puis on se retrouve demain pour les UFO à 20h30 de Paris, 15h30 de Rio de Janeiro, exceptionnellement décalé 30 minutes, parce qu'avant on a donc un essai technique sur la chaîne Rio Bouddhismo, voilà, Temple École de Rio de Janeiro, Bouddhisme de Rio de Janeiro, on a un live de 30 minutes sur la chaîne du temple. Alors normalement c'est réservé aux étudiants de Gnose, mais si vous voulez vous pouvez venir, je vais le libérer au public. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne Tata Rachel, elle vous embrasse tous. Elle veut sa chaîne, Tata Daniel, donc on va lui faire sa chaîne. Je ne sais pas ce qu'elle m'a raconté, mais on va lui faire sa chaîne. Voilà. Voilà, je vous souhaite donc bien le meilleur pour la suite. Ciao, ciao, bye bye. Merci. Merci à vous. On est ici grâce à vous et pour vous. Ciao. La dalle de la mana. Il s'agit d'une dalle en pierre de 40 cm par 30, découverte en Équateur en 1984, parmi plus de 300 artefacts mystérieux ne correspondant à aucune culture précolombienne connue. La dalle de la mana est une carte du monde gravée dans la pierre, représentant les continents nord- et sud-américains, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Mais on y retrouve deux zones terrestres inconnues, deux potentiels continents oubliés. Le premier se situe dans l'Atlantique Nord, au large des côtes est des États-Unis, et pourrait donc être assimilé à l'Atlantide. Et le second continent perdu se trouve dans l'océan Pacifique, au large de l'Amérique centrale, et pourrait pour sa part être assimilé à Mu. La dalle de la mana représente donc une carte complète du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec deux continents majeurs disparus. On notera également sur cette représentation terrestre gravée dans la pierre une ligne de quartz naturel, et sur cette ligne blanche un œil rouge apparaît clairement. Il est placé dans une zone géopolitiquement très sensible aujourd'hui, le Moyen-Orient, et plus précisément dans la région d'Israël. Mais pour des raisons de sécurité, je ne m'attarderai pas davantage dessus. Quoi qu'il en soit, la dalle de la mana semble être probablement la plus ancienne carte complète de notre planète, indiquant tous les continents connus. Et même plus.